Retour sur la mobilisation contre la réforme du Code du travail. Ce mardi à Nantes, les manifestants étaient très nombreux. Adrien Godet et Jean-Michel Naga. Ils étaient 6200 selon les forces de l'ordre, 15 000 selon les organisateurs. Et contrairement aux manifestations contre la loi travail de l'an dernier, les représentants syndicaux ont décidé de s'imposer symboliquement en tête du cortège. On n'a pas envie que cette manifestation déchirée se transforme en bataille rangée entre manifestants. Voilà. Parce que c'est pas le but recherché, en tout cas pas pour nous. Et ça ne peut que brouiller le message de cette manifestation qui est quand même très importante. Et malgré la position officielle de leur syndicat qui n'appelait pas à manifester, les militants de Force ouvrière tenaient à défiler dans les rues de Nantes ce mardi après-midi. Aujourd'hui, on est avec nos camarades du privé pour demander le retrait des ordonnances parce qu'on sait très bien, c'est un peu comme les retraites. Hein. Quand on cogne sur le privé un jour, demain c'est le public. Donc on est là pour dire... On s'est battu pour avoir le code du travail et on est mobilisé pour garder tout ça. Des syndicats inquiets par le contenu des ordonnances présentées par le gouvernement, les règles de licenciement ou encore les conditions du dialogue social dans les petites entreprises. Ça va être de la négociation gré à gré pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Donc on sait ce que c'est les négociations gré à gré, c'est avec le chantage à l'emploi qui va être exercé par le patronat. On aura très probablement des baisses de rémunération et des augmentations du temps de travail dans beaucoup d'entreprises. La fin de la manifestation a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre et 3 autres rassemblements sont d'ores et déjà prévus d'ici la fin du mois à Nantes contre cette réforme du Code du travail. En Loire-Atlantique, on se mobilise pour venir en aide aux sinistrés des Antilles après le passage de l'ouragan Irma. La compagnie du Café-Théâtre à Nantes a décidé d'organiser une soirée de soutien ce mercredi, tandis qu'au Palais, la Banque humanitaire va envoyer plusieurs tonnes de matériel de soins et d'hygiène. Claire Villalon a rencontré son président. Ici, on prépare, avec d'autres entrepôts, un envoi pour les sinistrés par avion. Alors c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire avec des Airbus neufs en rodage. On a les soutes gratuites. C'est exceptionnel. Nos produits qui viennent de 2 grosses sociétés, c'est-à-dire une société de produits d'hygiène et désinfectants de Saint-Aignan-de-Grandlieu et une autre avec 20 palettes qui vont arriver de La Chapelle-sur-Erdre, Génie Cadeau. Donc on va sélectionner tout ça et puis donc ça va partir, je pense, dans la semaine là-bas. L'intérêt c'est que c'est gratuit, l'intérêt c'est que ça va vite. La commission du grand débat sur la transition énergétique vient de rendre officiellement son rapport à Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole. Un dossier de 180 pages. Le grand débat avait été lancé il y a 1 an. 53 000 personnes y ont participé. Jean Annex a voulu savoir quel thème majeur avait été abordé. L'innovation des bâtiments, c'est une première accélération qu'on a mis en premier, qu'on a tous partagé. Voilà, c'est pour pouvoir moins consommer d'énergie et faire face à cette transition énergétique, l'isolation des bâtiments et d'avoir en fait 0 passoire sur le territoire. Il y a la question du transport qui touche beaucoup les Nantais, qui est beaucoup revenu dans les contributions. C'est vrai que la Commission a souhaité mettre en avant la question du transport collectif gratuit pour les usagers. Alors c'est jamais gratuit pour tout le monde, hein. Il faut bien qu'au final quelqu'un paye l'addition, mais c'est peut-être pas une perspective à court terme, mais ce vers quoi on devra tendre. En tout cas la Commission le préconise. À Nantes, la rue Léon Blum est de nouveau accessible aux voitures. L'expérience de piétonisation aura duré tout l'été et pour une première, c'est une réussite. Riverains, touristes, commerçants, les retours sont globalement positifs. Claire Villalon. Fini les ateliers jardinage et les parties de foot au milieu de la route. Les voitures ont bien repris leur droit rue Léon Blum. L'expérience de piétonisation aura duré 2 mois et les premiers retours sont très positifs. Formidable. Très bien, très positive, bon projet d'avenir pour la suite et une belle visibilité, tu vois, sur la rue et les commerçants qui bossent, les riverains qui y vivent et les enfants qui jouent au milieu de la rue. Les gens ils sont tranquilles dans la rue vu qu'il y a beaucoup de passages et vu que moi j'ai 2 petits beaux-frères de 10 à 11 ans et ils faisaient du vélo et au moins ils n'étaient pas gênés par les voitures. Pendant tout l'été, les riverains ont donc pu se réapproprier leur rue et gagner en tranquillité. Alors forcément, nombreux sont ceux qui aimeraient que l'expérience continue. L'idée, c'est forcément de reconduire l'année prochaine. La même chose, en mieux, en faisant peut-être certainement plus d'animations, mieux organisées, voilà.
Et évidemment, pourquoi pas, on va voir ça. Il va y avoir des discussions, des réunions avec la ville de Nantes, avec Nantes Métropole, pour voir si on ne pourrait pas faire ça sur une durée un peu plus longue que 2 mois. Là, on a fait une expérimentation cette année sur 2 mois. C'est très bien. Après, à voir si on ne pourrait pas l'étendre pour aller jusqu'à la durée des terrasses, c'est-à-dire d'avril à octobre. Certains voudraient même que la rue devienne piétonne de façon définitive. Pour le moment, l'association des commerçants a rendez-vous avec la mairie de Nantes pour faire un premier bilan le 25 septembre prochain. Elle a accueilli 95 000 visiteurs cet été lors du voyage à Nantes. L'exposition Entrée libre dans l'ancienne prison de Nantes réouvre exceptionnellement ce week-end pour les journées du patrimoine. Comptez 2 € la visite de 10 h à 19 h. « 20 000 décès par an. Par rapport aux accidents, on parle souvent des attaques de requins, on parle de choses comme ça. Bien entendu, les accidents de la vie courante font beaucoup plus de victimes que tous ces faits divers qui sont relatés. Et donc il est important que l'on essaie de former un maximum de personnes justement pour prévenir ces accidents. D'ailleurs, c'est vrai que pas suffisamment de personnes sont formées au premier secours, c'est-à-dire aux gestes de premier secours, mais également pas suffisamment formées à la prévention des risques. C'est-à-dire la prévention des risques, c'est de savoir justement éviter qu'un accident n'arrive. Par exemple, chez soi, dans la cuisine. Par exemple, quand on est en voiture, qu'est-ce que l'on doit faire? Ça peut être des brûlures, ça peut être des problèmes d'électrocution, mais ça peut être aussi des chutes, ça peut être aussi avaler des produits toxiques. Mais les accidents de la vie courante, c'est aussi une personne qui est inconsciente, qui respire, une personne qui est inconsciente et qui ne respire plus, quel geste faire? Voilà, ce sont tous ces accidents-là où on peut avoir des gestes, justement des premiers gestes qui vont permettre de sauver des vies. Donc se former, alors aujourd'hui c'est une sensibilisation. C'est-à-dire que nous avons bien entendu des ateliers où on va apprendre quelques gestes de premier secours, où on va apprendre également à prévenir, comment est-ce qu'on fait de la prévention. Mais si on veut continuer, ensuite il faut faire une formation peut-être un petit peu plus complète qui s'appelle le PSC1, Prévention Secours Civique numéro 1, qui dure 8 heures, dans laquelle on a justement tous les gestes de premier secours qui permettent de répondre aux divers accidents dont je vous ai parlé. L'idéal, c'est que dans chaque foyer, une personne soit formée, mais je pense que l'idéal, c'est de commencer cette information et de formation avec les jeunes. Vous allez voir que là, on fait de l'information et de la formation avec des tout petits bouts de chou qui répondent à des questions, qui regardent des images. On le fait avec des enfants de moins de 10 ans, on le fait avec des adolescents. Plus on va former des jeunes, plus eux vont être conscients de ces risques et après, dans leur vie d'adulte, prendre les mesures qu'il faut. Mais bien entendu, il faut former aussi les adultes à la formation prévention secours civique numéro 1, évidemment.